Désinformation, comment s'en sortir? On voit ça avec Bernard Benamou, secrétaire général de l'Institut de la souveraineté numérique. Vous avez publié un rapport Internet des objets et souveraineté numérique qui revient sur ces risques, notamment liés aux usages incontrôlés des données personnelles, y compris en termes de désinformation. Vous êtes convaincu qu'on ne peut pas s'attaquer aux conséquences sans s'intéresser à la cause. Et vous allez nous dire quelle est cette cause précisément. En tout cas, c'est pour ça que je vous ai invité. David Chavalarias va en parler aussi avec nous, normalien, docteur de l'école polytechnique en sciences cognitives, directeur de l'Institut des systèmes complexes de Paris-Île-de-France. Vous avez développé des méthodes mathématiques et informatiques pour analyser l'évolution des opinions en ligne à l'échelle d'un pays. Qu'est-ce que je dois dire aussi? Vous avez publié votre dernier livre, Toxic Data, paru chez Flammarion, qui révèle cette emprise des réseaux sociaux sur nos opinions et nos démocraties. Et puis, restez avec nous en plateau, Quentin Aoustin, directeur des opérations chez Point de Contact. Vous pourrez évidemment, si vous voulez, intervenir dans les débats ou poser des questions à nos experts. Première question à Bernard ou David, peu importe. Déjà, est-ce qu'on l'a perdu, cette bataille de la désinformation? Contre la désinformation? Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, oui, il y a des ouvrages qui disent, dont le titre est justement « On a perdu Infowars », par exemple, dont le sous-titre est « Comment on a perdu » et comment on pourrait essayer de regagner effectivement du terrain dans ce domaine. Mais oui, à l'heure actuelle... C'est pas faute d'avoir essayé de prendre le sujet très tôt, y compris du côté des médias, avec toute la vérification de l'information, et pourtant on l'a perdu. Très tôt, mais pas à la racine. Or, le problème, c'est que tant que l'on est purement défensif, et je vous en parle en tant qu'ancien négociateur sur ces questions au niveau européen et dans des instances internationales, tant qu'on n'est que défensif, on est inefficace. Il faut s'attaquer, et ça a été dit par de nombreux auteurs, Franck Pasquale, Shoshana Zuboff, Zeynep Tufekci, enfin beaucoup de spécialistes l'ont dit, tant qu'on ne s'attaque pas au modèle économique qui privilégie, comme on en parlait à l'instant dans le cas de Facebook, Meta maintenant, qui privilégie l'acquisition d'utilisateurs sur effectivement le risque, par rapport au risque effectivement que cela peut générer vis-à-vis d'eux, par définition, on sera dans une attitude d'essayer de contraindre une marée que l'on sait être plus puissante et qui contournera les mesures de régulation, aussi fortes soient-elles, en aval. Il faut à un moment donné réfléchir au fait que cette acquisition massive de données sur les individus, donc ce qu'on appelle le micro-ciblage, micro-targeting en anglais, et donc ce modèle économique publicitaire, pour donner clairement son nom, est devenu toxique, pour reprendre le terme. C'est ce modèle qui est toxique. Si on ne revient pas sur ce modèle et qu'on l'accepte comme une base incontournable de la monétisation sur Internet, je pense que nous ne serons jamais efficaces. Même constat, David Chavalarias? Oui, tout à fait. Je vais tout à fait dans le sens de Bernard, en ajoutant aussi qu'il y a non seulement la question de l'acquisition des données, mais aussi la question de l'orchestration de la circulation d'informations sur les réseaux, qui est faite de manière à servir des fins publicitaires, mais qui, de fait, est aussi très préjudiciable à la cohésion sociale et qui fait qu'on peut avoir des concentrations locales de désinformation. Et Marc Loulan... Pourquoi est-ce que c'est tant préjudiciable à la cohésion, vous dites, sociale? Parce que ça va créer, si vous voulez, la circulation d'informations est organisée de manière à ce que la recherche d'informations soit renforcée en fonction des goûts des utilisateurs. Et donc on va non seulement fournir aux utilisateurs ce qu'ils ont envie de voir, mais aussi connecter les utilisateurs avec les gens qui leur ressemblent. Et au final, ça va créer des bulles, on appelle ça chambre d'écho, bulles de filtre, il y a différentes variantes, mais en tout cas, autour de certains groupes d'individus, ça peut créer des ensembles où les gens vont ressasser la même information qui, quand elle est fausse, peut amener à la ridiculisation. Donc c'est l'enfermement, en fait, qui est problématique, parce que sinon qu'on puisse avoir des opinions différentes, qu'on sorte d'une globalisation, c'est pas forcément un danger, ça. Le problème est que les gens ne sont plus au contact d'opinions qui les dérangent. Il y avait un grand constitutionnaliste américain, Kassenstein, qui disait une démocratie, c'est l'endroit où des gens sont mis en contact non seulement avec des opinions différentes, mais des opinions qui les dérangent. Le principe même d'une bulle informationnelle, c'est que vous ne rentrez en contact qu'avec des gens qui globalement ont les mêmes opinions que vous. La seule manière pour vous de vous démarquer étant d'être plus radicaux que les autres. Et donc, c'est ce qui a produit ces systèmes de radicalisation que de nombreux ont étudiés. Alors pourtant, je me fais l'avocat du diable pour bien comprendre. Sur les réseaux sociaux, on peut accéder à l'ensemble des points de vue. Quand même. Enfin, en cherchant, c'est pas très compliqué. En théorie, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on décide, parce que finalement, c'est aussi
notre responsabilité à chacun. On décide de rester dans cette bulle. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la première principale source d'information, quel que soit le réseau, que ce soit TikTok, Facebook, Twitter, pour les utilisateurs, c'est leur timeline ou leur fil d'information. Or ça, ce n'est pas toute l'information qui est produite par leur réseau social, mais ce sont des recommandations des plateformes. Et ces recommandations, elles sont faites en fonction des intérêts économiques des plateformes et non des utilisateurs. Ce qui fait que vous pouvez avoir l'impression de vous être connecté à des gens que vous suivez, qui vous intéressent. Et en fait, si vous regardez ce qui est versé dans cette timeline, ça peut être très très différent, concentré sur un tout petit groupe, voire même une extension vers des groupes qui seraient en fait plutôt dans l'information diffusée, dans l'intérêt de la plateforme. Parce que si c'était vraiment si étanche, on n'aurait pas ces phénomènes de haters, on n'aurait pas ces commentaires de haine sur certains posts. On voit que les opinions se confrontent quand même. Je n'aurais pas ce terme. Je dirais qu'elle tente à s'éteindre. C'est-à-dire que le hater, enfin les trolls ou les haters, peu importe, ont tendance à justement vouloir éteindre ce qui les dérange. Et ils le font en masse, en meute, diraient certains, au point d'être efficaces, au point de dissuader certaines parutions, au point de faire en sorte que les gens renoncent à s'exprimer dans ces réseaux. Donc moi, je ne crois pas que ce soit contradictoire. Je pense effectivement que le fil de news des différents réseaux sociaux est une chose qui est éditée au sens anglo-saxon du terme, c'est-à-dire que ce n'est pas une chose neutre. Et donc, par définition, ce qu'a très bien justement expliqué, par exemple, la sociologue turco-américaine Zeynep Tufekci, c'est que globalement, on tente à radicaliser les gens parce qu'on sait que ça les fait rester plus longtemps. Et on l'a vu avec Twitter et on le voit avec l'acquisition récente, plus un propos est radical, plus les gens vont avoir tendance à le retweeter. Sur YouTube, plus les gens vont avoir tendance à le regarder longtemps et à consommer de la publicité. Et donc c'est toujours ce lien avec le modèle économique publicitaire lié à l'enfermement autour de quelques sujets qui est effectivement la base de tout. Tant qu'on n'y reviendra pas, tant qu'on n'arrivera pas à ce point-là, je pense que toute mesure, et j'en parle en tant qu'ancien régulateur, toute mesure de régulation sera à terme inefficace. C'est le symptôme de quoi, cette désinformation ? Alors, c'est le symptôme d'un espace de circulation d'informations qui maintenant est ingénieré, de manière à garder des utilisateurs sur un réseau. C'est le symptôme d'une interférence entre cette ingénierie et aussi des biais cognitifs individuels, c'est-à-dire le fait qu'on a tendance à chercher des choses ou à être plus attiré par des choses qui sont négatives ou anxiogènes. Par exemple, ça, c'est le biais de négativité ou le fait qu'on a tendance à rechercher des informations qui confortent nos opinions. Ça, c'est le biais de confirmation. Et puis, il y a aussi donc une culture de la circulation d'images, de mèmes, etc., qui vont renforcer la circulation de contenu un petit peu choquant, un petit peu ironique ou parodique, au détriment aussi d'informations qui seraient plus de l'ordre du rationnel, de l'argumentatif, etc. Et donc tout ça va contre l'information fiable. Et quand on parle justement de désinformation, on parle de quoi précisément ? Alors, le spectre est très très large. Ça va de la désinformation intentionnelle, typiquement, par exemple, le Kremlin qui veut déstabiliser un pays et qui essaie de truquer, de truquer les informations en vue de déstabiliser une élection, jusqu'à une personne qui va relayer, par exemple, une information sur le vaccin Covid qui peut être fausse, mais sans nécessairement vouloir désinformer, juste parce qu'elle a l'impression qu'il faut que les gens le sachent. Donc, c'est ça le problème, c'est que le spectre est très large, mais de manière générale, si vous voulez, le point commun, c'est quand même qu'on va avoir des zones de l'Internet où vont se concentrer ces désinformations. Typiquement, pour revenir à l'exemple Covid et à France Haugen, elle a révélé que 80% de la désinformation Covid était concentrée sur 4% des utilisateurs. C'est-à-dire que localement, il y a un petit groupe, mais à l'échelle de Facebook, ça peut être très large, de gens qui n'ont vu que la désinformation Covid dans leur fil et qui, du coup, forcément, ont l'impression que c'est la vérité. Et ça c'est ça qui mène à la radicalisation. Et alors, cette création, cette fabrique des opinions, vous nous dites c'est un danger pour la cohésion sociale, donc un danger pour les démocraties. À qui profite ce crime ? Aux annonceurs ou aux régies qui font passer les publicités. Il faut toujours avoir en tête que ces entités... Sans avoir conscience des risques alors, parce que ce n'est pas forcément dans l'intérêt d'un annonceur que de voir le chaos. C'est ce que l'on voit maintenant avec Twitter, avec tous les annonceurs qui finissent par dire à Elon Musk qu'il se retire de la plateforme si effectivement il n'y a pas des mesures de régulation plus strictes. Mais je pense que pendant longtemps, c'était une drogue. C'était une drogue surtout pour les plateformes.
avant même que de l'être. C'était une régie. Google, c'est une régie publicitaire qui possède un moteur de recherche dans cet ordre-là. Oui. De la même manière, Facebook est aussi une régie publicitaire. Et donc, par définition, pour elles, survaloriser leurs services, donc créer une valeur artificielle de leurs services publicitaires, et dont on sait très bien qu'elle n'était pas adossée à une réalité de marché. Donc ça, c'est une chose. Et derrière, effectivement, il y a eu tout un écosystème publicitaire, parce que les grandes marques, quand vous parlez aux grandes marques, au CAC 40 ou aux grandes marques internationales, elles vous disent, nous n'avions pas d'autre choix que de faire appel à Facebook pour faire connaître nos produits. Oui, demandez à passage L'Oréal. obligé. Voilà, L'Oréal, par exemple, qui est un des plus gros annonceurs de la planète, disait, nous n'avons tout simplement pas le choix. Donc on est obligé de se plier à leurs demandes, y compris financières. Et donc derrière, c'est créer une sorte de spéculation interne pour essayer d'augmenter artificiellement, d'où la course à l'échalote autour du ciblage de plus en plus précis. Et effectivement, pour revenir sur la notion de démocratie, une démocratie, c'est à un moment donné être conscient qu'il existe des vérités. Le principe qu'évoquait à l'instant David sur le vaccin et Des l'antivax. vérités communes. Voilà. Et le problème, c'est que si vous ne partagez plus rien, et on l'a vu aux États-Unis, qui, heureusement, ont fini par avoir un sursaut démocratique. Moi, je pense que plus que les démocrates avec un grand D, c'est la démocratie avec un petit d, mais ô combien importante, qui a gagné ces derniers jours. Et on voit bien, effectivement, que cette position n'est pas tenable. Mais le problème, c'est qu'elle a fait un mal considérable aux démocraties. Et elle continue de le faire, sans parler effectivement des régimes de dictature, où là, on a eu, en Birmanie, en Inde, des émeutes raciales, des actions effectivement dangereuses pour la survie même des individus, qui se sont produites grâce et avec Facebook. Mais c'est là où on se dit, on ne peut pas comparer quand même la manipulation d'opinion, d'information et l'incitation publicitaire. Il y a un moment, il y a eu... Eh bien si. Il y a un moment où il s'est passé, il y a quelque chose qui s'est enrayé dans le mécanisme. Ouais, ce qui s'est enrayé, c'est vraiment le changement de médium. On dit le médium, c'est le message. C'est-à-dire quand vous passez sur un médium comme Internet qui passe à l'échelle et où vous avez une seule entreprise de 2,8 milliards de personnes qui peut toucher avec le même algorithme de recommandation tous ces usagers, là, vous avez des risques systémiques. Parce que si cette recommandation ou ces ciblages publicitaires est mal fait, eh bien, vous avez des dérives. Et comme La faute à la technologie, alors ? Non, pas du tout. Mais si vous voulez, c'est la faute au design, de la manière dont ces choses-là sont pensées, où vous avez uniquement des métriques qui sont des métriques marketing, quantitatives, plutôt que des métriques, par exemple, sociales, de savoir qu'est-ce que ça fait aux utilisateurs de faire ça. Donc, en interne, Facebook fait des expériences. Ils savent que s'ils font ça, les gens sont plus heureux. S'ils font ci, les gens sont plus malheureux. Mais au final, c'est pas le bien-être des gens qui décident. C'est la métrique commerciale de rentabilité, si vous voulez. Et ça mène à des dérives s'il n'y a pas d'éthique qui est plaquée par-dessus. Et donc, comment on fait pour sortir de cette spirale, Bernard ? On casse les modèles économiques ? Casser, moi je ne suis pas dans une logique d'économie administrée. Donc je ne suis pas dans le fait que l'État dirige les plateformes. Que l'État impose, comme ils, pour ce qui est des États européens, vont le faire par exemple avec le DMA, DSA, une meilleure interopérabilité, un meilleur contrôle des contenus, oui, évidemment. Et d'ailleurs, je précise que de la même manière que les Américains ont dit le RGPD, c'est une anomalie bureaucratique, etc. Mais ils finissent par, heureusement pour eux, ils finissent par y venir. De la même manière, je suis persuadé que les textes DSA, DMA, AIA, pour ce qui est de l'intelligence artificielle, le mot n'a pas été prononcé. C'est l'un des grands termes à l'heure actuelle sur la désinformation, c'est qu'elle est amplifiée par des phénomènes liés à l'intelligence artificielle. Et donc, on n'est plus face à des gens, on est face à des robots qui effectivement répercutent, modifient, amplifient tel ou tel message. Et effectivement, on ne peut pas dire... Par exemple, tout à l'heure, on parlait de l'identification des mineurs pour vérifier qu'ils ont tel âge pour accéder à tel type de contenu. Mais dans le cas des robots, on n'est même plus face à des individus. On est face à des milliards, j'entends bien, milliards de faux comptes générés par trimestre au sein des grandes plateformes. Facebook reconnaît dans ses documents trimestriels effacer plusieurs milliards de faux comptes. Donc par définition, c'est ça que l'on doit viser. C'était au cœur d'ailleurs de la bataille entre Elon Musk et absolument, et sur Twitter l'identification au moment du rachat. Des bots, des robots qui effectivement sont en nombre infiniment supérieur à ce qu'on imagine. Alors je rebondis, tiens, Elon Musk qui prend la tête de Twitter. J'avais déjà posé la question, mais je la repose maintenant que ça y est, on voit les premiers effets de cette nouvelle direction. Bonne ou mauvaise nouvelle pour notre sujet, sur le sujet de la désinformation ? Alors, difficile à dire parce que c'est Elon Musk est très imprévisible, mais en tout cas, jusqu'à maintenant, tout ce qu'il a fait, c'est plutôt une mauvaise nouvelle au sens où, par exemple, en rendant la certification payante, c'est-à-dire le fait d'authentifier
de dire que une vraie personne ne procède juste que de payer 8 $, a généré du coup plein de comportements, notamment de la désinformation. On a une grosse entreprise, Eli Lilly, qui a perdu 16 milliards de dollars parce qu'un faux compte s'est fait certifier comme étant Lilly et a annoncé l'insuline gratuite. Donc on voit bien que, la manière en fait, dont on conçoit ces plateformes-là peut favoriser ou non la désinformation. Et pourtant, je vais vous citer quand même Elon Musk qui dit « Twitter doit devenir de loin la source d'information la plus précise sur le monde. C'est notre mission. » Il parle aussi de former un conseil de modération du contenu ça nous rappelle avec Facebook. Des points de vue très divers. C'est ça rappelle Exactement. le conseil de surveillance de Facebook. Absolument, avec l'effet que ça a eu, c'est-à-dire aucun effet. Aucun. Et sur les décisions clés, comme la déplatformisation de Trump, le Conseil s'est déporté et a dit c'est à Zuckerberg de prendre cette décision, pas à nous. Donc on voit bien que là, il y a une anomalie, ou en tout cas peut-être une volonté commerciale, enfin de relations publiques, d'essayer de mettre en avant des pratiques vertueuses. Quant à Elon Musk qui dit nous voulons être de l'information certifiée, mais je divise par deux les équipes qui s'occupent de la régulation, et je dis que je suis un farouche partisan de l'expression libre et non bridée, à savoir le premier amendement de la Constitution américaine, et on a vu déjà les résultats. Certes, c'est peu de temps, mais on voit que ça a eu un impact particulièrement négatif sur les propos racistes, sur les attaques antisémites. Enfin, globalement, si on doit juger au premier jour, les choses sont particulièrement mal parties. Plutôt mal parties. On a évoqué la régulation européenne qui peut apporter des réponses sur ce problème de désinformation. Est-ce que vous voyez d'autres moyens de sortir de cette spirale infernale ? Alors tout à fait, il y a tout un spectre de moyens, mais si on revient sur la question de la souveraineté numérique sur laquelle travaille Bernard, il y a aussi la question de savoir pourquoi on n'a pas de plateforme souveraine. Réseau social, franchement, un réseau social en termes technologiques, c'est rien par rapport à ce qu'on fait des films, etc. C'est quelques lignes de code. Bon, bref. Après, il y a un peu de serveurs. Quelques millions. Oui, il y a quelques. Alors là, il y a Mastodon justement qui commence à croître. Et donc, voilà, il faut bien prendre conscience que c'est peut-être le moment de se demander pourquoi on n'a pas de réseaux sociaux qui soient français, soit publics, soit opérés par des Français. Mais qu'est-ce qu'il faudrait changer ? Parce qu'il ne suffit pas de dire c'est souverain pour qu'on soit à l'abri du même chaos. Alors, oui, le problème dans ce genre de technologie, c'est que le premier arrivé, en fait, bénéficie d'une masse critique immédiate et c'est très dur de changer. Et donc, il faut en général un choc exogène, comme par exemple l'arrivée de Musk, peut-être, ça va être le cas, pour que des gens commencent à changer de plateforme. Mais il faut aussi un accompagnement. Et là, je pense que la puissance publique française a beaucoup à faire pour favoriser l'émergence, par exemple, d'instances mastodon, favoriser ou d'autres types de Mais à l'intérieur du réseau social, il faut qu'il soit conçu différemment. Il faut justement peut-être repenser le modèle économique, la manière dont tournent les algorithmes. Repenser le modèle économique, imposer une transparence, c'est tout l'objet d'ailleurs du DSA et du DMA, surtout du DMA dans ce cas-là, à savoir la transparence sur les messageries par exemple. Le fait que la portabilité des messageries n'était pas possible était une anomalie. Et il est évident que c'est protéger un walled garden, comme ils disent, donc un jardin commercial protégé. Par définition, il faut revenir sur ces choses, mais pour revenir sur le fait que nous n'ayons pas d'acteurs européens dans ces domaines, par définition, il n'y a pas eu de stratégie industrielle européenne, et nous le payons globalement tous. Quentin, une petite réaction peut-être sur ce sujet ? Sur ce sujet, moi, je dirais, je verrais les choses à travers le spectre, comment on l'appréhende, je pense que ça fait aussi partie de nos travaux. Nous, ce qu'on souhaiterait sur les thématiques de haine, de désinformation, c'est pouvoir dresser un panorama, pouvoir dresser un bilan qui est à large scope pour pouvoir prendre les bonnes mesures. Parce que souvent, on parle d'épiphénomènes, on fait le buzz dessus, mais je pense il faut essayer de voir ça au niveau macro pour pouvoir justement prendre les bonnes décisions et englober tout le monde dans la régulation justement de ces contenus. Voilà. C'est pas une mince affaire. Merci beaucoup. Quentin Houstin de Point de Contact, Bernard Benamou de l'Institut de la souveraineté numérique et David Chavalarias de l'Institut des systèmes complexes de Paris-Île-de-France. Merci beaucoup à tous les trois. On part en pause et on va parler ensuite des femmes et de l'investissement dans la tech.